Merci beaucoup, René. C'est très intéressant ton expérience personnelle. On va revenir à quelque chose de plus conceptuel et de moins violent, quoique, c'est pas sûr qu'intellectuellement ça soit si différent que ça. Merci Florence. Tu n'es pas médecin, tu aurais pu. Et tu es économiste et tu nous expliquais quels sont les biais qu'on peut rencontrer justement dans les décisions économiques ou financières d'un monde totalement différent d'une autre, mais où les sujets peuvent être identiques. Merci beaucoup à tous de votre accueil. Je vous propose de descendre un peu en, euh, en pression. Ça va être un peu moins, un peu moins violent. Euh, donc, on va partir sur l'impact des biais cognitifs dans la prise de décision de l'entreprise. Donc, on part sur un autre type d'organisme vivant. Pourquoi un organisme vivant? Parce qu'une entreprise naît, elle grandit, elle a besoin d'énergie, elle en dépense, elle en consomme. Elle connaît des moments de réussite, des moments charnières, pardon, et des moments de crise. Durant ces moments de crise, la direction peut, souhaitable en tout cas, s'organiser en cellules pour prendre des décisions. Euh, la direction, ou pour ceux qui ont des acquaintances avec le militaire, le centre de commandement. Euh, et ces décisions qui sont prises par les individus avec toutes les vulnérabilités qu'on connaît et qu'on a pu citer jusqu'alors. L'enjeu de l'entreprise, euh, globalement, il est plutôt lucratif, mais pardon, l'idée, c'est de se dire l'ensemble des décisions qu'on peut prendre peuvent être absurdes. On va voir pourquoi. Euh, donc, cette citation de Auguste Comte, qui est le père du positivisme et qui prône la philosophie de l'action éclairée, souligne l'importance fondamentale, en fait, euh, excusez-moi, de l'acquisition de la connaissance. L'acquisition de la connaissance qui, finalement, les mécanismes cognitifs comme la mémoire, le langage, la perception, l'attention et la prise de décision. On a vu avec le professeur Jean Covici l'impact euh, de l'environnement sur la prise de décision, notamment en situation complexe. En entreprise, c'est la même chose. C'est la même chose, toute proportion gardée, bien évidemment. On n'a pas le même type d'enjeu. Euh, et ce, quel que soit le niveau d'éducation, de rationalité, de sérieux des décisionnaires. 30 ans plus tard, qu'est-ce qui change? On est surtout sur la disponibilité de l'information et la disponibilité de notre mental. Ces deux choses couplées servent un défi, celui de la surcharge informationnelle dans la prise de décision. Ici, la surcharge informationnelle, elle nous expose pardon, d'autant plus à ce qui est l'altération du jugement. Tant la quantité d'informations à traiter demande beaucoup d'énergie. Euh, et ici, l'enjeu de la surcharge informationnelle, c'est la bataille de l'attention. Puisque typiquement les réseaux sociaux, par exemple, leur modèle d'affaires est de convertir le, la disponibilité mentale en capital économique. Si on- Désolée, j'ai oublié de faire. Si on voit de 2010 à 2025, le volume de données générées, alors, ce ne sont pas forcément les chiffres qui sont importants, mais c'est plutôt de voir la courbe. On a en 15 ans 90 fois plus de données disponibles depuis entre 2010 et 2025. De la même manière, le nombre d'internautes a évolué entre 90 et 2025. En 2005, on avait 1 milliard d'internautes, 2025, 5,5. L'enjeu ici aussi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la fatigue cognitive. C'est ce dont parlait Bernard, me semble-t-il, ou je ne sais plus, Patrick, excuse-moi, Euh, qui fait que, c'était Patrick, pardon, un des facteurs d'erreur avec le stress majeur. Et l'erreur est, si on prend la définition de ce qui est, lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal en essayant de faire le bien, en gros. Et c'est quand il y a un écart volontaire avec ce qui était prévu. La fatigue cognitive peut mener à cette erreur. Euh, En 2021,
Je travaillais à l'époque en finance de marché au sein de la direction générale d'un acteur de l'intermédiation financière français. Et c'est dans un environnement plutôt clos, ultra compétitif, tout va très vite. On n'a pas le droit à l'erreur, ça peut coûter très cher. Euh, et dans ce cadre-là, j'étais amenée à rédiger des notes. Donc j'avais sur demande de mon président. Donc j'avais une position on va dire, privilégiée, puisque moi, j'allais choisir de l'information, je la compilais, je l'analysais, je la donnais à mon président, qui lui s'en servait pour le coup pour prendre une décision stratégique avec des impacts assez importants. Et donc j'étais au cœur de ce processus décisionnel, sans risquer des impacts, plutôt confortable. Avec le recul, je me disais que c'était une très grande responsabilité, puisque mon président allait prendre mon analyse avec la diffusion de ma constellation mentale, avec mes biais cognitifs, euh, sans me questionner, en fait. Sans me questionner. Avec du recul, c'est délirant. Je trouve ça délirant. Après, il faut voir aussi que on avait une relation de confiance qui s'est construite sur le long terme. Donc, quelque part, c'était moins absurde qu'il puisse nous paraître aujourd'hui. Euh, Ceci dit, même si on avait une relation de confiance qui avait mis du temps à se construire, ça n'empêchait pas quelques incompréhensions. Je vous invite à lire ce petit texte qui est extrait d'une fiction de Bernard Werber, qui est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc, on a quelques possibilités de problématiques de communication et d'altération de la perception. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose et je me suis intéressée au biais cognitif, mais avec quand on a une culture du résultat, au même titre que vous, j'imagine, dans votre pratique, c'est tout nouveau ce milieu, c'est la culture du résultat finalement, quel que soit votre état mental à tel moment, peu importe, il faut que le patient il soit guéri ou qu'il aille mieux. Moi, c'est la même chose. Il faut que la décision qui soit prise par rapport aux informations que je vous fournis soit la plus correcte possible, ou en tout cas la moins mauvaise. Donc, euh, j'ai perdu le fil de mon... Excusez-moi. Donc voilà, en poussant le raisonnement un peu plus loin, l'idée, c'est pas tant le biais cognitif qui est important, mais plutôt l'erreur qui en découle, euh, tel que le définit le sociologue Christian Morel. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui s'est intéressé donc ce qu'on appelle aux décisions absurdes, qui sont selon lui, des erreurs radicales et persistantes de, et ce sont des décisions qui sont pourtant prises par des individus, alors je cite, rationnels, éduqués et sérieux. Donc, il a eu beaucoup de matière pour rédiger, pour se consacrer à non pas un tome, deux tomes, mais trois tomes. Donc, on a trois tomes, c'est vraiment un super livre si ça vous intéresse. Euh, Tout le monde en prend pour son grade, qui que ce soit. Personne n'est épargné. Et ce que je voudrais vous partager, c'est trois exemples du monde de l'entreprise dans deux secteurs différents. Le premier, c'est le secteur de la finance. Donc en 2021, il y a une petite chronologie, un exemple de 2021, un de 2023 et un de 2024, vous verrez. Les SPAC. Donc qu'est-ce que c'est un SPAC? C'est un instrument financier, je vous ai mis la traduction en bas. Un instrument financier qui a été créé aux États-Unis, qui a fait un boom en 2021 pendant la pandémie de Covid. J'ai volontairement mis un titre un peu accrocheur, mais en fait, l'idée, c'est de dire que cet instrument financier, c'est quoi concrètement? C'est une coquille juridique vide dont l'objectif est d'acquérir une cible. Donc on voit la finding target à horizon 18 à 24 mois, de proposer son projet à des investisseurs sans que les investisseurs ne sachent où vont leurs fonds. Donc leurs fonds sont tout de même séquestrés pendant ces 18 à 24 mois. Si une cible est acquise, quand je dis une cible, si une entreprise est acquise, bah, le SPAC, donc cet instrument financier, fusionne avec la cible et devient une entreprise effectivement. Euh, Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire comment c'est possible de verser des millions dans un projet dont on n'a aucune idée. En fait, souvent, dans ce que j'ai pu étudier, en finance en tout cas, sur cet instrument, c'est que l'investisseur va accorder sa confiance au créateur de cet instrument financier dont la légitimité revient parce qu'il a
un historique de succès dans les affaires. Bernard Madoff avait pendant 48 ans un historique de succès dans les affaires. On sait ce qui lui est arrivé. Le deuxième exemple, on est dans les spiritueux, bon, plutôt la première marque de bière aux US, hein, aux USA, pardon, en 2023, Budweiser a fait un choix afin de gagner des parts de marché, en tout cas des clients, de faire un partenariat avec une personne transgenre. Sauf que sa clientèle historique, ce n'est pas nécessairement ce profil. Je passe outre les considérations politiques parce que ce n'est pas du tout le sujet ici. C'est qu'il y a eu un boycott en fait, de la marque. Et on voit les chiffres ici. 24 milliards de dollars de perte de capitalisation boursière pardon, en 8 semaines environ. 18% de chute du cours de l'action, donc c'est beaucoup. Et puis un coût de 1,6 milliard de dollars au bénéfice d'exploitation. Des décisions onéreuses. Actuellement, j'ai pas les chiffres, mais ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est que et plusieurs journaux, c'est que la marque en souffre encore. Le troisième exemple, c'est le deepfake de Hong Kong, ce qu'on appelle. C'est en fait l'histoire, c'est une personne à la finance devait faire plusieurs virements pour un montant total de 25 millions de dollars et au même titre que les checklists dans l'aéronautique ou pardonnez-moi si je me trompe, mais peut-être je pense au bloc opératoire, vous avez aussi des checklists. En finance, il y a des procédures, dont une qui s'appelle les 4 jeux. Et l'idée, c'est d'avoir, quand il y a une procédure à faire, il y a une personne qui valide une étape et l'autre personne valide l'autre étape. Donc, cette personne-là a respecté cette procédure-là. Elle a fait une visioconférence pour valider le fait qu'elle puisse faire tous ces virements-là. Elle les a fait, elle a eu cette visio, sauf qu'en fait, elle était la seule humaine dans la visio. C'était des deepfakes, ce qu'on appelle donc, et des personnes malveillantes qui ont réussi à impersonnifier, je sais pas, en tout cas voler l'identité des validants pour une décision qui finalement revient plutôt cher. Euh, donc là, je pense que ce qui est important aussi de voir ici, c'est que on n'est pas uniquement sur les biais cognitifs et ce dont je me suis rendu compte, en tout cas dans ma pratique en finance, c'est oui, les biais cognitifs, mais attention aussi aux erreurs et à la tromperie où la ligne est plutôt fine en fait. Et il y a quand même une instrumentalisation beaucoup de ces biais cognitifs à des fins de business en fait. Donc, l'idée, c'est peut-être de rester vigilant sur la connaissance de son propre environnement. Ce que disait le professeur Jancovici, en fait, dans dans le drame de la gare de Lyon, c'est le bruit, le monde. Enfin, juste à un moment donné, se poser, prendre du temps, respirer, enfin, des choses toutes simples, hein, c'est pas révolutionnaire et vraiment pas facile à faire, mais surtout dans des environnements où tout va vite, on est stressé, typiquement il fait chaud. Voilà, c'est de faire attention à ce qui est autour de nous pour rester lucide et être capable de discernement dans des moments de haute tension et en situation complexe. Pour ma part, c'est terminé. Et je vous laisse les références et je vous les partagerai avec grand plaisir. Merci Florence d'avoir partagé ton expérience d'un milieu et d'un monde totalement différent d'une autre, mais peut-être avec les mêmes problématiques, en tout cas justement sur la notoriété.